Bonjour à tous, nous allons poursuivre avec l'étude de l'impôt des sociétés et avant de commencer, quelques petits mots pour vous rassurer. Premièrement, nous sommes parfaitement dans les temps par rapport à l'agenda prévu. Donc, nous sommes aujourd'hui vendredi 8 mai. Il y a une leçon prévue aujourd'hui, une leçon prévue la semaine prochaine à l'agenda du cours. Vous aurez ensuite 3 semaines de bloc et l'examen le vendredi 5 juin. Donc, on est dans les temps, on va s'en tenir à cet agenda et d'ici la fin de la semaine prochaine, vous aurez toute la matière de l'ISOC. Voilà, il y a, à mon sens, rien qui change par rapport à une année normale par rapport au timing. Deuxièmement, par rapport au contenu de l'ISOC, eh bien, vous verrez que c'est une partie qui est beaucoup plus courte que la partie IPP. C'est une partie où il y a moins à retenir, c'est une partie où il y a pas mal à comprendre. Donc, vous verrez que l'approche de la matière est moins théorique et plus basée sur de la compréhension et de la technique de déclaration. Donc, moins de quantité de matière. Et c'est pour ça qu'on peut le voir à l'aise en 2 grosses leçons. Enfin, troisième remarque, quant à l'examen, vous aurez vu que l'examen va être un écrit à cahier ouvert à distance et qu'il va durer 2 heures. Donc, c'est exactement la même chose que ce qui était prévu, à part que vous allez pouvoir faire cet examen chez vous tranquille. Mais par rapport au contenu, c'est exactement le même type d'examen que chaque année. Donc, business as usual, il n'y a rien qui change par rapport à ce cours de droit fiscal, l'examen. Donc là encore, il n'y a pas de quoi stresser. Ça va être comme d'habitude. Et d'habitude, ça se passe très bien. Voilà, je tenais à vous communiquer ces éléments. On peut débuter avec la matière de l'ISOC. À titre d'introduction, un petit mot sur les 2 dernières réformes de l'ISOC, celle de 2002 et celle de 2018. Ces réformes ont des caractéristiques communes. Première caractéristique commune, celle-ci consiste pour l'essentiel à baisser le taux d'imposition. Avant 2002, on était à un taux de 40,17% d'imposition. Par la réforme de 2002, le taux a été réduit à 33,99%. 33,99%. Alors ce taux de 33,99%, il correspond à un taux de 33% plus une cotisation complémentaire de crise, CCC sur le slide, de 3%. 33% de 3%, ça fait 0,99 et quand on additionne les 33% plus la CCC, on a un taux de 33,99% qui était le taux général, le taux de principe suite à la réforme de 2002. Il était également prévu par cette réforme des taux réduits qui s'appliquaient uniquement dans l'hypothèse où le revenu imposable de la société ne dépassait pas 322 500 euros. Quand on ne dépassait pas ce montant, la société se voyait appliquer des taux réduits qui étaient progressifs. Vous aviez 3 tranches d'imposition, vous avez le montant des tranches, les montants des tranches sur le slideshow. Voilà, il ne faut pas les connaître, lisez-les. Sachez que le taux avant la réforme de 2018, c'était 33,99. Et comprenez le mécanisme de la
cotisation complémentaire de crise, hein, qui est un petit chouïa qui a été rajouté par l'État belge parce que c'était la crise. Alors c'est né d'ailleurs cette cotisation complémentaire de crise dans les années 80. Depuis, la crise a toujours perduré et cette cotisation également a perduré. Alors, par la réforme de 2018, il y a eu une modification à la baisse des taux prévue en 2 phases. Je vous renvoie à ce qu'on dira plus tard dans les slides sur les taux. Sachez à ce stade qu'aujourd'hui, on est dans la 2e phase. Ça fait penser aux phases de déconfinement. Et dans la 2e phase, le taux est de 25%. Aujourd'hui, c'est 25% et il y a un taux réduit de 20% qui s'applique pour les PME uniquement et sur la partie de leurs bénéfices qui ne dépasse pas 100 000 euros. Donc, si on est une PME et qu'on a des bénéfices qui ne dépassent pas 100 000 euros, on se voit appliquer un taux de 20%. Si on est une PME et que le bénéfice dépasse 100 000 euros, sur la première tranche de 100 000 euros, ce sera 20%. Sur ce qui dépasse, ce sera 25%, le taux ordinaire. Donc voilà où on en est en termes d'évolution des taux. Et cette baisse des taux est décidée par le législateur pour faire face à la pression internationale. On s'aligne sur ce qui se fait à l'étranger. La Belgique a toujours un taux assez élevé par rapport à ce qui se fait à l'étranger, mais c'est pour répondre à une certaine pression fiscale internationale que, entre autres, les taux baissent à l'impôt des sociétés. Deuxième caractéristique de ces réformes, la neutralité budgétaire. Donc, on baisse les taux, mais la recette de l'impôt n'est en théorie pas censée diminuer. Alors, vous vous demanderez peut-être comment est-ce qu'on peut faire, hein, tout en baissant les taux d'imposition, assurer le même montant de recettes. Eh bien, il n'y a pas de secret, on diminue les taux, mais on élargit la base. Et donc, dans les perspectives, il y a des bénéfices qui sont plus gros, mais taxés plus faiblement, et au final, ça rapporte autant. Alors, il faut voir si les prévisions de neutralité budgétaire se réalisent. Ça, c'est une première question. Et ensuite, il faut bien avoir à l'esprit que même s'il y a cette neutralité budgétaire, le message de « on diminue les taux », qui est un message qui répond à une pression internationale, il est là et il peut être communiqué vis-à-vis de l'étranger en disant en Belgique on baisse les taux. Ah oui, certes, mais on élargit la base et il y a une neutralité budgétaire, mais ça, je dirais, les dirigeants à l'étranger, ils s'arrêtent à la première étape du raisonnement. Savoir les taux baissent, donc c'est plus favorable d'investir en Belgique suite à cette baisse des taux. Neutralité budgétaire, deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, aider les petites et moyennes entreprises qui vont être favorisées par rapport aux grandes. On a vu un exemple de mesure favorable actuellement, donc avec le taux réduit de 20% qui ne s'applique que pour les PME. C'est un axe des deux réformes. Les petites sociétés au sens du droit fiscal, ce sont les petites sociétés au sens du droit des sociétés. Référence à l'article 1.24 du Code des sociétés et associations avec les 3 critères chiffrés que vous connaissez et que vous avez vus dans le cadre du cours de droit des sociétés. J'ai indiqué au début du slide les éléments que j'ai évoqués lors du premier cours, lorsque j'abordais les questions de discrimination. Donc avec la réforme de 2002, on prévoyait initialement que les petites sociétés étaient les sociétés qui pouvaient bénéficier des taux réduits dans le cadre de la réforme de 2002. Donc les sociétés dont le bénéfice ne dépasse pas 322 500 euros. Ça, c'était la définition initiale
de petites sociétés. Ce critère a été jugé discriminatoire par la Cour constitutionnelle pour les raisons que je vous ai indiquées à cette occasion lors du premier cours. Et donc, ce critère a été revu et on l'a abandonné en se référant désormais au critère de droit des sociétés, le critère chiffré qui est beaucoup plus objectif et partant non discriminatoire. Outre le taux réduit actuel, les PME bénéficient d'autres avantages fiscaux en matière d'ISOC que j'ai listés ici pour mémoire. On verra les points intéressants plus tard dans les slides concernés. Voilà, ici je les indique juste pour les porter à votre connaissance, rien de plus. Qui sont les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés? Ce sont les sociétés résidentes. 3 caractéristiques doivent être remplies. Il faut 1, la personnalité juridique. 2, il faut être considéré comme résident. 3, il faut se livrer à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Premier critère, la personnalité juridique. Si vous êtes une société sans personnalité juridique, vous n'êtes pas assujetti à l'impôt des sociétés. Aujourd'hui, dans le CSA, vous avez la société simple, qui est une société sans personnalité juridique, donc elle ne sera pas assujettie à l'impôt des sociétés. Les bénéfices réalisés par ce type de société vont être taxés dans le chef des actionnaires proportionnellement à leur participation. Donc la société qui réalise ces bénéfices n'est pas assujettie à l'ISOC, elle est transparente fiscalement et donc les bénéfices réalisés vont être des bénéfices des actionnaires. Et dans l'hypothèse où les actionnaires sont des personnes physiques, eh bien, c'est une taxation à l'IPP qui va, c'est l'article 29 qui pose ce principe. L'article 29 est une disposition de l'IPP. J'attire votre attention sur 2 cas particuliers. Il n'y a pas que les sociétés qui potentiellement vont être assujetties à l'impôt des sociétés, surtout si on a égard à ce critère de personnalité juridique. Une association dotée de la personnalité juridique va, dans certains cas, être assujettie à l'impôt des sociétés. Dans certains cas relativement exceptionnels, la règle, c'est que les ASBL, les associations, sont assujetties à l'impôt des personnes morales, mais à ce stade, il faut constater que le critère d'assujettissement à l'ISOC personnalité juridique, les ASBL le remplissent et dès lors, elles peuvent être assujetties à l'ISOC. Certaines sociétés étrangères, donc sociétés constituées à l'étranger selon le droit des sociétés étrangères, si elles sont considérées comme ayant leur résidence fiscale en Belgique, eh bien, elles vont aussi potentiellement être assujetties à l'impôt des sociétés. Deuxième condition d'assujettissement à l'ISOC, la société doit avoir son domicile fiscal en Belgique. Le code définit par société résidente la société qui a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration. Cette notion de domicile fiscal, c'est une notion factuelle. On va regarder où la société réunit ses organes sociaux, le lieu où se concentre la conduite des affaires sociales, où se prennent les décisions, et ce lieu de prise de décision est différent du lieu d'exploitation à proprement parler. Il peut être différent du lieu d'exploitation.
C'est une notion factuelle qui se distingue du domicile légal, du siège statutaire de la société. Ce n'est pas parce que vous avez une société qui a son siège statutaire en Belgique et qui est constituée conformément au droit belge qu'elle va automatiquement être assujettie à l'impôt des sociétés. Ici, on peut raisonner par analogie avec l'IPP, où les contribuables personnes physiques qui sont assujettis à l'IPP sont ceux qui ont leur résidence fiscale, leur résidence effective en Belgique, indépendamment de la question de savoir où ils sont domiciliés au sens civil, où ils sont inscrits à la commune, où ils sont inscrits au registre de la population. C'est une autre question. Donc, même logique qui s'applique à l'IPP et à l'ISOC, critères à l'ISOC factuel, le lieu de prise de décision, le lieu de réunion des organes sociaux. Petite remarque par rapport au nouveau CSA, Code des sociétés et associations, qui répond à une logique différente. L'idée dans le CSA, c'est que si une société décide de venir s'installer en Belgique, elle va automatiquement être soumise aux droits des sociétés belges. Et ce, indépendamment de la question de savoir où se prennent les décisions, où s'exerce l'activité. Donc c'est un critère purement formel d'assujettissement aux droits des sociétés. En fiscal, la réalité est tout autre, la logique est tout autre. On se base sur des critères factuels, le lieu où se prennent les décisions. Alors quand dans la définition de société résidente dans le code, on utilise le terme siège social, il ne faut pas comprendre ça comme étant le siège statutaire, l'endroit où la société est constituée, c'est le siège social au sens l'endroit où se réunissent les organes sociaux. Deux exemples particuliers. Imaginez une société boîte aux lettres luxembourgeoise. Voilà une société qui est constituée au Luxembourg conformément au droit luxembourgeois. Là-bas, au Luxembourg, elle ne dispose que d'une boîte aux lettres. Il y a ce qu'on appelle des sociétés d'hébergement qui hébergent de nombreuses sociétés, des centaines de sociétés, qui viennent se localiser là-bas. Mais là-bas au Luxembourg, en dehors de cette boîte aux lettres, il n'y a rien. Il n'y a pas de prise de décision, il n'y a pas d'activité exercée. Dans ce cas-là, si on fait l'application de notre critère de domicile au sens fiscal, eh bien, il est à coup sûr exclu que cette société boîte aux lettres luxembourgeoise soit assujettie à l'impôt au Luxembourg. Pourquoi? Parce que là-bas, il ne se passe rien en dehors de la boîte aux lettres, il n'y a pas de prise de décision. Donc, cette société doit être assujettie à l'impôt à l'endroit où se prennent les décisions de manière effective. Alors, parfois, ça peut survenir au Luxembourg, mais si on utilise effectivement cette boîte aux lettres uniquement pour venir se soumettre au droit luxembourgeois et qu'au Luxembourg, il n'y a rien, eh bien, on est en présence d'un siège qu'on peut qualifier de fictif, où on tente de tromper, cacher quelque chose, ce n'est pas la réalité. Et donc, la réalité, c'est aller taxer cette société là où les décisions se prennent. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, celle de sociétés étrangères qui exercent leur activité en Belgique. Alors, vous avez deux hypothèses. Soit ça peut se faire en constituant une filiale en Belgique. Vous avez une société française qui développe un business en Belgique. La société française constitue une filiale en Belgique, une société belge qui va exercer le business en Belgique. Il va y avoir des organes qui prennent des décisions en Belgique. Cette filiale de la société française est une société belge assujettie à l'impôt en Belgique. Ça, c'est parfaitement clair. Autre hypothèse est celle de la société étrangère qui développe
son business en Belgique, non pas au travers d'une filiale, mais au travers d'une succursale ou d'un établissement stable. Sans rentrer dans les complications, on va dire qu'une succursale, c'est la même chose qu'un établissement stable, à savoir une installation fixe d'affaires au travers de laquelle l'activité est exercée en Belgique. Alors, la différence entre l'établissement stable ou la succursale et la filiale, c'est que l'établissement stable ou la succursale, elle dépend de la société basée à l'étranger. Il n'y a pas d'entité juridique distincte. La filiale, c'est une entité juridique distincte dotée de la personnalité juridique. L'établissement stable ou la succursale, c'est la société étrangère qui a son installation à l'étranger. Dans ce cas-là, succursale ou établissement stable en Belgique, la société étrangère va être taxable à l'impôt des non-résidents sociétés. Donc, la société qui est basée à l'étranger et qui a une activité, un centre de direction à l'étranger, c'est une société étrangère, c'est un non-résident belge. Elle développe son business en Belgique au travers d'une succursale qui n'est pas une entité indépendante. Eh bien, l'établissement stable, les bénéfices générés au travers de celui-ci vont être taxables à l'impôt des sociétés, mais impôt des non-résidents sociétés, dans ce cas de figure. Troisième critère d'assujettissement à l'ISOC, l'exploitation ou les opérations de caractère lucratif. Et donc c'est par rapport à ce critère que va se poser la question de savoir si les ASBL peuvent être assujettis à l'impôt des sociétés. Alors c'est une question pratique super complexe que nous allons voir de manière simplifiée et il faut s'en tenir à ce que je vous dis et pas au contenu des slides qui est plus détaillé. Alors, ce que vous pouvez retenir sur cette question se résume comme suit. Une ASBL est en principe assujettie à l'impôt des personnes morales. L'impôt des personnes morales, ce n'est pas du tout comparable à l'impôt des sociétés. À l'impôt des personnes morales, vous n'avez pas de taxation des recettes. Vous avez juste un impôt sur les revenus immobiliers et sur des revenus mobiliers s'il y en a. Et c'est tout. Donc les recettes de la SBL ne sont pas soumises à l'impôt, c'est le régime de l'IPM. Donc c'est considérablement plus favorable que l'impôt des sociétés. Donc en règle, ASBL assujetti à l'IPM. Par exception, certaines ASBL peuvent être assujetties à l'ISOC quand, lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Or, l'association, elle est censée être sans but lucratif. Alors, c'est quoi ce but lucratif? Je crois qu'on peut le résumer comme suit. Le but de lucre, c'est le but d'enrichir quelqu'un, d'enrichir les associés. Donc, une ASBL au sens pur du terme et au sens fiscal, hein, déjà elle est constituée en vue d'accomplir un but désintéressé, culturel, philanthropique, que sais-je, et toutes les recettes qu'elle va dégager dans ce cadre eh bien, doivent être affectées à ce but désintéressé. Si ce n'est pas le cas et que
cette association est en fait là pour enrichir les personnes qui l'ont constituée, alors on rentre dans des opérations à caractère lucratif et on se situe dans un cas d'assujettissement à l'ISOC. Hein? Et on comprend pourquoi. Hein? Il ne suffit pas de se constituer en ASBL pour revendiquer un assujettissement à l'IPM beaucoup plus favorable. Sinon, n'importe qui veut développer son business le fait sous forme d'ASBL et automatiquement, il tombe dans une taxation à l'IPM beaucoup plus avantageuse. Non. Dans la réalité, il y a certaines ASBL qui se livrent à des opérations de caractère lucratif et dès lors, elles sont disqualifiées et taxées à l'impôt des sociétés. On verra quelques petits exemples dans le slide qui suit. Alors, à l'article 180, vous avez une série d'exceptions à l'assujettissement alors que vous avez les 3 critères d'assujettissement à l'ISOC qui sont remplis. Par exemple, la TEC, la STIB, certains ports et les intercommunales qui exploitent des hôpitaux. Dans ces cas, donc les 3 critères d'assujettissement sont remplis, la personnalité juridique, la résidence et les opérations de caractère lucratif, mais la loi va expressément les viser et dire ces entités, vous n'êtes pas assujettis à l'impôt des sociétés. Article 181 exclut également de l'assujettissement à l'impôt des sociétés certaines ASBL qui ont un caractère d'intérêt général sur base de leur domaine d'activité, comme les unions professionnelles, les caisses d'assurance sociale et certaines ASBL qui soutiennent l'enseignement. Ces entités ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés. Article 182, qu'on ne va pas voir de manière détaillée, mais c'est par rapport à cette disposition-là que va se poser la question de l'assujettissement éventuel à l'ISOC d'une ASBL. C'est une disposition générale, les précédentes visaient des cas tout à fait particuliers. On va vous dire, pour les ASBL, vous allez pouvoir accomplir certaines opérations isolées ou exceptionnelles à caractère lucratif, si elles sont isolées ou exceptionnelles, ou si elles sont accessoires à votre activité désintéressée. Alors voyons avec une série d'exemples. Si vous avez une ASBL qui organise une fancy fair dans une école, c'est une opération qui est tolérée et qui n'implique pas un assujettissement à l'ISOC pour le truc. Mais pourtant, une fancy fair, c'est une fête où on vend des boissons, où on vise à réaliser un bénéfice. Et ça, a priori, une ASBL n'est pas censée le faire, du moins d'un point de vue fiscal. Les frontières ont bougé en ce qui concerne la notion d'association en matière de droit des associations. Mais, contre-exemple, si vous avez une ASBL qui organise un événement sportif annuellement avec une très grosse organisation des paris sportifs qui génèrent des recettes qualifiables de bénéfices, eh bien là, cette ASBL, c'est un peu comme si Tomorrowland était organisé sous forme d'ASBL. Ben oui, tout le monde sait que Tomorrowland, c'est un business, certes culturel, mais c'est un business, et donc Tomorrowland, même si constitué en forme d'ASBL, ce qui n'est pas le cas dans la réalité, eh bien, devrait être assujetti à l'impôt des sociétés. Autre exemple, si vous prenez Oxfam, les magasins du monde. Magasin du monde, c'est un magasin comme le Carrefour, comme le Petit Delhaize du coin. Donc, ça dégage des revenus qui
normalement, devrait être assujetti à l'ISOC, mais ici, le magasin du monde n'est qu'un accessoire pour la réalisation de l'objectif désintéressé de Oxfam. Donc, c'est toléré et Oxfam reste une ASBL assujettie à l'impôt des personnes morales. Si vous avez une ASBL qui exploite un domaine de vacances en vue de développer le tourisme local, avec le tourisme social, avec des conditions particulières, un public famille avec des enfants, un recours restreint à la publicité, des prix plus bas que ce qui se pratique sur le marché, eh bien vous avez une activité business de type tourisme, mais dans un qui n'est accessoire à un objectif désintéressé, qui est le tourisme social, et là ça passe, ça reste de l'assujettissement à l'impôt des personnes morales. C'est toléré, c'est une opération accessoire. Donc, voilà, l'idée est, à travers cette requalification, cette taxation à l'ISOC de certaines ASBL, eh bien, on veut éviter que des personnes qui font un business tout à fait normal avec un but de lucre, pas un objectif désintéressé, eh bien, ne choisissent la forme de l'association pour être taxées à l'IPM. Non, ce n'est pas tenable. On va regarder s'il y a un véritable but de lucre et si c'est le cas, vous avez une taxation à l'ISOC qui en découle. Voilà les quelques lignes directrices pour un peu dégager les ASBL au sens fiscal et les fausses ASBL assujetties à l'impôt des sociétés. C'est en pratique une question très complexe. Dernier élément, j'ajoute que l'ASBL au sens fiscal, assujetti à l'impôt des personnes morales, donc qui poursuit un but désintéressé, qui n'enrichit personne, ça ne l'empêche pas de rémunérer certaines personnes, de rémunérer ses dirigeants, de rémunérer les travailleurs qui travaillent à la réalisation de cet objectif désintéressé. On s'en tient là et voilà, on ne décortique pas l'article 182 du Code, on s'en tient aux éléments que je vous ai donnés dans la vidéo. Quelques éléments théoriques sur la base imposable à l'ISOC. Tout d'abord, vous constaterez qu'une société, elle n'a que son patrimoine de société, elle n'a pas de patrimoine privé. Donc pour une personne physique, on peut faire la distinction entre le patrimoine privé et un patrimoine professionnel. Donc la société, elle n'a qu'un seul patrimoine qui est nécessairement professionnel et tous les revenus qu'elle génère sont des revenus professionnels. Donc, à l'ISOC, ça n'a pas de sens il n'y a que des bénéfices, ça n'a pas de sens de se poser des questions de qualification de revenus. Les revenus immobiliers, mobiliers ou divers, c'est quelque chose de non pertinent à l'ISOC. Les revenus de cette nature sont automatiquement des bénéfices de la société et taxés comme tels. Pour la détermination du bénéfice taxable, on va prendre comme base les règles applicables aux bénéfices d'exploitation individuelle. C'est l'article 183 du Code qui vous le dit. Donc ça, c'est une disposition d'ISOC. Et le point de départ, c'est les bénéfices d'entreprise, revenus professionnels, personnes physiques. Donc les entreprises personnes physiques qui génèrent des bénéfices. Ce qu'on a vu dans le cadre de cette règle, ça s'applique à l'ISOC. C'est le point de départ et vous avez des spécificités ISOC. Donc les bénéfices des entreprises à l'impôt des personnes physiques, ce sont les mêmes que les bénéfices des sociétés taxables à l'impôt des sociétés. Et on va reprendre cette disposition et la voir sous l'angle de l'impôt des sociétés cette fois. Autre principe qui s'appliquait d'ailleurs à l'IPP en ce qui concerne les bénéfices des entreprises personnes physiques, à l'ISOC, pour la détermination du bénéfice fiscal, on prend comme point de départ le bénéfice comptable. Le point de départ, c'est le résultat de votre compte de résultat. C'est là le point de départ du raisonnement. Le bénéfice comptable, c'est le bénéfice fiscal. Et à ce bénéfice comptable, on va, sur base de la loi fiscale,
rajouter certains éléments et soustraire d'autres éléments pour avoir le bénéfice taxable in fine. Mais vous verrez qu'on va beaucoup raisonner par rapport à la comptabilité en matière d'impôt des sociétés. Donc vous avez des dérogations spécifiques prévues par la loi. On rajoute certaines choses au bénéfice comptable et on retire certaines choses au bénéfice comptable. Qu'est-ce qu'on rajoute au bénéfice comptable? Qu'est-ce qu'on retire du bénéfice comptable? Vous avez les différents points qu'on va voir plus loin. Donc, c'est un peu le plan de la matière. Hein, qu'est-ce qu'on rajoute? Par exemple, des dépenses non admises, les DNA. Hein, comptablement, ce sont des dépenses. Donc, elles ne sont pas dans le bénéfice comptable. La loi fiscale prévoit que certaines dépenses ne sont pas déductibles sur le plan fiscal et donc elles sont rajoutées au bénéfice taxable. D'autres éléments que l'on retranche, vous verrez que dans le calcul de l'ISOC, on va voir cela, hein, on soustrait un certain nombre d'éléments qui font partie des bénéfices comptables, mais que le législateur fiscal a voulu exclure de la base imposable. Poursuivons l'approche des bénéfices des sociétés sous un angle théorique, c'est-à-dire sous l'angle légal, sous l'angle des dispositions légales. Après, on verra la même base imposable, la même notion de bénéfice, mais sous l'angle de la déclaration, un angle pratique. Les bénéfices dont on parle restent les mêmes, l'approche est juste différente pour vous exposer. Ici, on expose les dispositions légales. L'article 183 du Code, une disposition de l'ISOC, renvoie pour la détermination des bénéfices des sociétés aux notions applicables en matière d'IPP, les bénéfices des entreprises personnes physiques que nous avons étudiés, les articles 24 à 26. Je vous propose de revoir ces dispositions, mais sous l'angle de l'impôt des sociétés. Article 24 vise les bénéfices tirés des opérations traitées par les établissements des sociétés ou à l'intermédiaire de ceux-ci. Donc, une approche basée sur les créances. Réfléchissez en termes comptables. Dès qu'on acte une créance, il y a un mouvement positif au compte de résultat, donc les bénéfices taxables. Vu que la comptabilité est le point de départ pour déterminer les bénéfices taxables, eh bien, les bénéfices comptables augmentent, donc les bénéfices fiscaux augmentent. Deuxième point, visé à l'article 24, tout accroissement de la valeur des éléments d'actifs affectés à l'activité professionnelle. C'est sur base de cette disposition que l'on taxe les plus-values. En matière de plus-value, il faut distinguer différentes hypothèses. Tout d'abord, l'hypothèse de la plus-value qui n'est pas exprimée dans la comptabilité. Elle est latente. On sait que tel bien, le jour où on va le vendre plus cher que sa valeur, mais sur base de nos règles comptables, les principes d'évaluation de la société, il n'y a pas lieu d'acter quelque chose dans la comptabilité. Donc cette plus-value, elle est là mais non exprimée, donc elle est en germe dans les comptes, mais pas exprimée dans celle-ci. Est-ce que ça conduit à un résultat imposable? Est-ce que ça conduit à un bénéfice taxable? Question que je vous pose. La réponse est non. Réfléchissez en comptabilité. S'il n'y a rien d'exprimé dans la compta, s'il n'y a pas de mouvement au compte de résultat, alors les bénéfices taxables n'augmentent pas. Donc, une plus-value latente, ça ne débouche pas sur un bénéfice taxable. Ça s'explique pour des raisons comptables. Deuxième type de plus-value, les plus-values réalisées, ce qui suppose une vente de l'actif concerné, et donc une vente comptabilisée au compte de résultat. Ces
plus-values réalisées, elles sont taxables. C'est l'article 24 qui vous le dit. L'article 43 vous le confirme et vous fixe la règle pour calculer le montant de cette plus-value. Alors, comment ça va se passer? Quelle va être la réalité comptable derrière l'opération? Vous vendez une immobilisation, vous enregistrez dans votre comptabilité une vente, un produit au compte de résultat. Ça, ce sont vos bénéfices taxables, parce que le résultat du compte de résultat est le point de départ pour la détermination du résultat fiscal. À l'actif, votre bien qui était immobilisé, il va être vendu, donc il va disparaître, et donc vous allez pratiquer un amortissement exceptionnel sur la valeur de ce bien pour le réduire à 0. Vous avez un actif qui diminue. En contrepartie, au compte de résultat, vous avez une charge, l'amortissement acté. Et donc, si vous faites la différence entre ces deux opérations au compte de résultat, la vente en produit et la charge, les amortissements exceptionnels, vous vous retrouvez avec un total qui est égal au montant de la plus-value. Et c'est ça qui constitue le bénéfice taxable sur l'opération. Donc, voilà pour un mode d'explication comptable. Alors, le code prévoit de nombreuses dérogations à ce principe de la taxation pleine des plus-values réalisées. Elles sont énumérées sur le slide. Quand j'ai indiqué pour mémoire, ça veut dire que je ne rentre pas dans les détails et que je le mentionne juste pour votre information. Donc, ce n'est pas partie de la matière à proprement parler. Les autres, on va les voir en détail. Qu'est-ce qu'on va voir en détail? On va voir le régime des plus-values réalisées sur les actions. Si on suit la règle de principe, 24-43, normalement cette plus-value est taxable pleinement. Mais il y a un régime dérogatoire que l'on va voir et qui conduit dans certains cas à l'exonération des plus-values sur actions à l'ISOC. Deuxième régime particulier, c'est le régime de la taxation étalée des plus-values réalisées. On a déjà vu ça en IPP, l'article 47, on va le revoir en ISOC et c'est le même principe. Donc, en cas de remploi, les plus-values qui sont normalement taxables sur base de l'article 43 vont être exonérées dans un premier temps et puis taxées de manière étalée, c'est un régime particulier. Troisième régime particulier, c'est le régime de l'exonération de la quotité monétaire de la plus-value réalisée. On verra ça dans les slides qui suivent. Passons maintenant au dernier type de plus-value. Après les plus-values latentes et les plus-values réalisées, sont les plus-values exprimées. Donc, il n'y a pas réalisation du bien qui fait l'objet de la plus-value, une simple expression de la plus-value dans la comptabilité par le biais d'une plus-value de réévaluation. Alors, retenez à ce stade, on va voir ce qu'il en est ensuite, que ces plus-values de réévaluation, elles sont en théorie taxables, sur base de l'article 24, vise expressément les plus-values exprimées, mais il y a deux règles particulières qu'on va voir dans ce qui suit, je les mentionne à ce stade. Elles sont exonérées sous condition d'intangibilité, première règle. Deuxième règle, mais il y a la quotité imposable des plus-values de réévaluation que nous verrons par la suite. Donc le principe, c'est taxable, mais exonéré sous condition d'intangibilité, premier détail. Deuxième détail, mais il y a aussi la quotité imposable des plus-values de réévaluation qu'on va voir dans les slides qui suivent. Un exemple de plus-value exprimée, exemple simple. Vous avez un bien acquis 1 million d'euros. Il est amorti à concurrence de 300 000, donc il a une valeur comptable résiduaire de 700 000. Un beau jour, à l'occasion de la clôture d'un exercice, la société, sur base de ses règles d'évaluation, ses règles comptables,
eh bien, décide de réévaluer le bien à une valeur de 900 000. Il y a donc une plus-value exprimée à concurrence de 200 000. Cette plus-value, elle est en théorie taxable, article 24. Mais elle est non taxable, donc c'est une exception, si une condition d'intangibilité est respectée. De quoi s'agit-il? Partez de la compta, encore une fois. Quand vous actez une plus-value de réévaluation sur une immobilisation, votre compte de résultat n'est pas mouvementé. Il n'y a pas de produit comptabilisé. Dès lors, a priori, il n'y a pas de mouvement de vos bénéfices comptables et taxables. C'est simplement la valeur de l'actif qui augmente et un poste de plus-value de réévaluation qui est consigné au passif. Pas de mouvement dans le compte de résultat, mais la loi vous dit que c'est taxable. Toutefois, ce n'est pas taxable si une condition d'intangibilité est respectée. C'est quoi cette condition d'intangibilité? C'est vous devez isoler la plus-value et ne pas y toucher. Eh bien, quand on acte une plus-value de réévaluation, vous avez votre poste de passif distinct plus-value de réévaluation et a priori, vous n'y touchez pas. Lorsque vous faites comme ceci, eh bien, vous vous inscrivez dans l'exception visée à l'article 190 du Code. La plus-value exprimée devient non taxable parce qu'il y a respect d'une condition d'intangibilité. Première exception au principe. Deuxième exception, oui, mais il y a les quotités imposables des plus-values de réévaluation. Partons du principe, après on l'appliquera, votre bien qui est réévalué sur une valeur de 900 000, comptablement, il a une valeur de 900 000, vous allez continuer à l'amortir, mais vous allez amortir une valeur de 900 000. Fiscalement, vous n'allez pouvoir pratiquer des amortissements que sur la valeur historique de 700 000 et pas sur les 900 000. La partie d'amortissement que vous allez pratiquer sur la valeur réévaluée, donc sur les 200 000, elle va devenir taxable. Et c'est ça, les quotités imposables des plus-values de réévaluation. On poursuit au slide suivant avec plus de données pratiques. On continue à parler des plus-values exprimées, plus-values de réévaluation. Je vous donne un autre exemple sous l'angle de la déclaration impôt des sociétés. Vous avez un immeuble industriel pour 300 000 €. En 2012, il fait l'objet d'une réévaluation. Sa valeur est portée à 500 000. Il y a un poste plus-value de réévaluation de 200 000 qui est acté au passif. La plus-value exprimée de 200 000 peut être exonérée puisqu'elle ne concerne ni les stocks ni les commandes en cours d'exécution. Là, toutes les réévaluations de ces postes de stock et commandes en cours d'exécution sont taxables et ne sont pas soumis à l'exception que nous voyons. Donc ici, on a une immobilisation normale. La plus-value exprimée est exonérée parce que la condition d'intangibilité est remplie. Il y a une plus-value qui est actée au passif et cette plus-value, on n'y touche pas. Problème au niveau de l'amortissement de cet immeuble. Au niveau comptable, on va pratiquer des amortissements sur la valeur réévaluée, donc sur 500 000. Au niveau fiscal, les amortissements vont se pratiquer sur une valeur de 300 000. Ça ne veut pas dire qu'il y a une double comptabilité. Votre compta, elle est ce qu'elle est et on amortit sur 500 000. Mais fiscalement, on ne va admettre les amortissements que sur une valeur de 300 000.
Donc, vous allez avoir une distorsion entre votre réalité comptable, exprimée dans vos comptes, et votre réalité fiscale, qui va être exprimée dans la déclaration d'impôt. Donc, vous allez avoir un excédent de l'amortissement comptable par rapport à l'amortissement fiscal admis. Comptablement, vous allez amortir plus que ce que vous allez pouvoir déduire au titre d'amortissement frais professionnels déductibles d'un point de vue fiscal. 15 000 au niveau comptable, 9 000 au niveau fiscal, donc une différence de 6 000. Okay. Donc votre comptabilité, elle va vous dire, vous amortissez 15 000, mais le droit fiscal, les règles légales vous disent, vous ne pouvez déduire que 9 000. Il y a une différence, cette différence de 6 000. Ce 6 000, il est taxable. Et comment est-ce qu'on va corriger sous l'angle fiscal la compta? Eh bien, en rajoutant un montant dans votre déclaration de 6 000 € sous le poste quotité imposable des plus-values de réévaluation. Ok, donc c'est important de bien comprendre et de voir que derrière tout ça, vous avez votre logique comptable. Au niveau fiscal, on prend comme point de départ la comptabilité, mais on tient compte des spécificités droit fiscal. Et ici, vous en avez une. Donc, si on prend comme point de départ la comptabilité dans ce cas, dans votre comptabilité, on déduit trop par rapport à ce qui est admis fiscalement. Donc, comment est-ce qu'on corrige? On corrige la comptabilité, mais en utilisant la déclaration d'impôt. Autre régime dérogatoire, les quotités monétaires exonérées de plus-value. Donc les plus-values réalisées, c'est taxable, sauf que pour certains biens, on va exonérer une quotité monétaire de cette plus-value. Ça s'applique uniquement pour les biens acquis avant 1970. Et le régime est aussi applicable à l'IPP, je le dis en passant. Donc, imaginez une société qui achète un bien avant 1970. Aujourd'hui, elle le revend, elle réalise une plus-value. Dans le montant de la plus-value, il y a une partie de celle-ci qui provient de l'inflation. Le législateur exonère cette plus-value qui provient de l'inflation parce qu'il considère que ça ne doit pas être un revenu taxable. Et il fixe une règle de calcul pour déterminer le montant de la plus-value qui provient de l'inflation et qui est exonérée. Donc la quotité monétaire des plus-values de réévaluation qui est exonérée. Vous avez un exemple sur le slide, je vous invite à le lire, lisez aussi la disposition et comprenez simplement le principe. Autre régime dérogatoire, le régime fiscal des plus-values sur action. Donc, toutes les plus-values réalisées sont taxables. Article 24, article 43. Une exception est prévue pour les plus-values sur action. Dans le slide, je vous ai mis une approche du régime sous un angle historique parce qu'il y a eu plein de modifications ces dernières années. J'insisterai dans mon exposé sur la situation à l'heure actuelle après le développement historique qui est important pour comprendre d'où on vient. Régime historique, les plus-values sur action sont exonérées, article 192. À l'époque, une seule condition à respecter pour qu'il y ait exonération, il faut que la société dont on cède les actions soit soumise à une condition de taxation. C'est-à-dire que cette société, là où elle se situe, elle doit être assujettie normalement à l'impôt.
Concrètement, seuls vont être taxables les plus-values sur actions réalisées sur des actions de société basées dans des paradis fiscaux. Là, elles ne sont pas soumises normalement à l'impôt. Si votre société est soumise normalement à l'impôt, eh bien, la plus-value sur action est exonérée. La société qui doit être soumise à l'impôt, c'est bien la société dont on cède les actions. C'était le régime historique, une exonération donc super large. Des modifications sont intervenues. En exercice 2013 tout d'abord, pourquoi? Pour des motifs budgétaires. Il a été décidé de taxer tout de même les plus-values sur actions à court terme. Donc les plus-values sont taxables, mais il y a une très grande exception qui conduit à l'exonération. Exception à l'exception, les plus-values à court terme restent taxables. C'est quoi à court terme? C'est les plus-values réalisées dans une durée d'1 an. C'est la loi qui vous le dit. Quel était le régime de taxation? Les plus-values sont taxables, mais pas au taux ordinaire de l'ISOC, qui à l'époque aurait été 33,99, mais à un taux distinct, un taux de 25% plus cotisation complémentaire de crise. Alors, il a été prévu une dérogation pour les sociétés de trading qui réalisaient à cette époque beaucoup de plus-values à court terme. Bien. L'année d'après, le gouvernement a encore besoin d'argent et il prévoit une autre exception à l'exception, qui est l'exonération. On va dire oui, mais les grandes entreprises qui réalisent des plus-values sur actions, elles vont être toujours taxables. Donc, l'exonération ne s'applique pas pour elles et la taxation est prévue à un taux distinct, qui est un autre taux distinct de 0,40 plus CCC, contribution complémentaire de crise. Et il est prévu que les moins-values ne sont pas déductibles. Donc, vous aviez donc un système, taxation mais une très grosse exonération, et puis deux petites exceptions qui ont été instaurées, enfin petites pas tant que ça. Les plus-values à court terme sont taxables et les plus-values réalisées par les grandes entreprises sont taxables également. Une grande entreprise qui réalise une plus-value à court terme est soumise au régime des plus-values à court terme. Bien. À l'occasion de la réforme de l'ISOC, des modifications sont intervenues, donc à partir de l'exercice 2019. Tout d'abord, on a supprimé le régime grande entreprise. Donc ça n'existe plus à l'heure actuelle. Deuxième modification, on est venu ajouter des conditions d'exonération. La seule condition d'exonération qui existait, c'était la taxation de la société dont on cède les actions. On a rajouté deux conditions. Une condition de participation et une condition de durée de détention. Alors, petite parenthèse, ces conditions, c'est des conditions qu'on retrouvera plus tard quand on parlera du régime des RDT. Je ne rentre pas encore dans les détails, mais ce sera vu de manière approfondie. Et donc, rappelez-vous déjà que les conditions RDT sont les mêmes que les conditions d'exonération des plus-values sur actions. Conditions de participation. Pour que la plus-value soit exonérée, il faut que l'on détienne une certaine participation dans la société cédée, 10% ou une valeur de 2 500 000 €. 10% ou une valeur de 2 500 000 €. Nouvelle condition pour l'exonération. Et nouvelle condition d'exonération, une condition de durée de détention. Il faut avoir, pour que la plus-value soit exonérée, une détention d'au moins 1 an. Alors, en rajoutant cette condition d'exonération, de facto, on supprime le régime des plus-values à court terme, puisque
le régime de taxation des plus-values à court terme, c'était une exonération, une exception par rapport à l'exonération qui s'appliquait dans tous les cas. Si on vous dit que l'exonération est soumise à une condition de durée de détention, eh bien, de facto, votre régime des plus-values à court terme, il tombe. OK? Et donc, les taux, naturellement, ont été aussi revus en fonction du taux général. Donc, à partir de l'exercice 2021, les plus-values sur actions qui sont taxables, eh bien, elles sont taxées au taux normal de l'ISOC, à savoir 25%, ou 20% si c'est une PME qui la réalise sur ses 100 000 premiers euros de bénéfices. Donc, à l'heure actuelle, hein, on en est là. À l'ISOC, les plus-values sur actions sont exonérées, moyennant le respect de 3 conditions. Conditions de taxation, conditions de participation et conditions de durée de détention. Si ces conditions ne sont pas remplies, eh bien, vous avez une taxation au taux plein, et ce taux plein, à l'heure actuelle, c'est 25% ou 20% si on est une PME et que la plus-value se situe dans les 100 000 premiers euros de bénéfices réalisés par la société en question. Voilà le régime à l'heure actuelle. Autre régime dérogatoire, le régime d'étalement visé à l'article 47 dont on a déjà parlé. Donc, les plus-values réalisées sur une immobilisation vont être exonérées si une condition de remploi est respectée. C'est quoi cette condition de remploi? Le montant total de la vente est réinvesti dans une nouvelle immobilisation. La plus-value ne va pas être toujours exonérée, elle va être exonérée temporairement et elle va être taxée de manière étalée au fur et à mesure des amortissements pratiqués sur le bien acquis en remploi. Voilà les règles que nous avions déjà vues à l'IPP. Un petit exemple. Vous avez un bien qui est investi depuis plus de 5 ans par une société, qui a une valeur de 1 500 000, valeur comptable. Il est vendu pour une valeur de 2 millions. Il y a donc une plus-value de 500 000 qui est réalisée à cette occasion. Cette plus-value, elle est normalement taxable complètement, sauf que si le produit de la vente, 2 millions d'euros, est remployé, est investi dans une nouvelle immobilisation, alors la plus-value, les 500 000, vont être exonérés et taxés de manière étalée au fur et à mesure des amortissements pratiqués sur le bien acquis en remploi. Ici, le remploi, il a lieu 2 ans plus tard pour un montant de 2 millions. Ce nouveau bien va être amorti sur 5 ans et donc les 500 000 en question vont être taxés sur 5 ans à concurrence de 100 000 chaque année. Voyons un autre exemple, mais plus précis, de taxation d'une plus-value réalisée, taxation qui se fait de manière étalée en cas de remploi. Donc l'hypothèse visée à l'article 47. Nous allons nous pencher sur le traitement comptable des opérations
et vous allez constater que dans ce cas spécifique, la comptabilité va coller à la fiscalité. Donc, il n'y va pas y avoir d'adaptation au travers de la déclaration d'impôt, au travers de la déclaration à l'impôt des sociétés, comme nous l'avons vu dans l'hypothèse de la quotité imposable des plus-values de réévaluation. Donc, ici, la comptabilité va s'adapter, se conformer à la fiscalité par le biais des écritures que nous allons voir et que vous êtes censé connaître sur base de votre cours de comptabilité. Donc voilà une société qui acquiert un bâtiment commercial en 2010 pour un prix de 500 000 €. Le bâtiment est amorti linéairement sur 40 ans à raison de 2,50% l'an, soit un montant de 12 500 par an d'amortissement. En mai 2016, il est revendu pour la somme de 650 000 €. Le remploi va s'effectuer en 2017, donc c'est la totalité du prix de vente qui est remployé, les 650 000, et ces 650 000 vont être utilisés pour faire l'acquisition d'un bâtiment de 620 000 €, amorti en 20 ans à 5% l'an, et d'autre part dans du mobilier pour 40 000 € amorti en 5 ans à 20%. Donc les 650 000 sont affectés à 2 achats d'immobilisation, 620 000 dans un bâtiment et le reste, les 30 000, vont servir à financer partiellement l'acquisition du mobilier. Alors, comptablement, on va commencer par calculer la plus-value imposable. Vous avez le calcul sur le slide, on va prendre le prix de vente et on va déduire la valeur d'acquisition et également les amortissements admis dans le passé. Et on se retrouve ici avec une plus-value taxable en principe de 225 000 €. Donc ça, c'est le montant du revenu, du bénéfice réalisé sur l'opération. L'année où la plus-value va être réalisée, donc 2016, il va y avoir le traitement comptable suivant. Par une écriture, on va sortir la plus-value du compte de résultat. D'abord, il y a eu la vente avec un produit, produit total de 650 000. Dans ces 650 000, il y a 225 000 de plus-value qu'on a calculé en amont. Ces 225 000, on va les sortir du compte de résultat. De cette manière, la plus-value va sortir de la base taxable de la société et on va la mettre dans 2 postes, un poste de réserve immunisée et un poste d'impôt différé. Donc si vous prenez les 225 000, ça c'est le bénéfice qui est immunisé. Dans ce bénéfice, il y a une partie impôt et il y a une partie bénéfice à proprement parler. La partie impôt va être mise dans les impôts différés. Le reste, la partie nette de la plus-value, va être mise dans un poste de réserve immunisée. Alors comment est-ce qu'on fait le calcul? On est en 2016 ici. Et le taux d'imposition, c'est 33,99 à l'époque. À l'heure actuelle, ce serait un taux de 25%, voire 20%. Donc, sur les 225 000, je prends 33,99%, 76 500 et je mets ça dans les impôts différés. Le reste va en réserve immunisée. Et donc, par cette opération, on retire la plus-value du compte de résultat
et on va la mettre dans des postes de passifs distincts de manière à ce que la condition d'intangibilité soit respectée. Condition d'immunisation, immunisation, exonération, c'est la même chose, de ma plus-value. Donc voilà la première opération qui est accomplie en 2016, l'année où on réalise la vente, et elle a pour effet d'immuniser temporairement la plus-value, de la faire sortir du compte de résultat. Donc ici, la correction se fait par un mouvement comptable, il ne se fait pas dans la déclaration d'impôt. Dans la déclaration d'impôt, on n'a rien relativement à cette opération. À partir de l'année qui suit, la plus-value qui a été réinvestie va faire l'objet d'une taxation étalée au fur et à mesure des amortissements pratiqués sur les biens acquis en remploi. D'un point de vue comptable, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va aller prendre la plus-value immunisée qui figure dans les comptes de passifs, pour partie en réserve immunisée, pour partie en impôt différé. On va aller la prendre là-bas et l'injecter, si je puis dire, dans le compte de résultat. De cette manière, on va avoir un mouvement positif dans le compte de résultat qui va faire augmenter les bénéfices. Donc ça, c'est la partie de la plus-value qui devient taxable au fur et à mesure des amortissements pratiqués sur les biens acquis en remploi. Donc voilà pour l'opération comptable et pourquoi elle conduit à une augmentation des bénéfices. Chaque année, on va donc devoir déterminer la partie de la plus-value qu'on a immunisée. Pour rappel, on a immunisé 225 000 €. Une partie de cette plus-value va devenir taxable et chaque année, il faut la calculer. Vous avez le calcul qui s'affiche sur le slide. Donc, cette plus-value va devenir taxable proportionnellement aux amortissements pratiqués sur les biens acquis en remploi. C'est-à-dire que dans il y a une partie plus-value, les 225 000, et une partie de ces 225 000 va devenir taxable. Ça se calcule au moyen de la règle que vous avez au tableau. Les 31 000 que vous avez dans l'équation, ils correspondent à l'amortissement annuel sur le bâtiment qui a été acquis en remploi. 620 000, c'est la valeur de réinvestissement dans le bâtiment, amorti à concurrence de 5%. C'est comme ça qu'on calcule les 31 000. Les 6 000 correspondent à l'amortissement sur le matériel acquis en remploi. Ce matériel, rappelez-vous, c'est écrit sur le slide précédent, il se chiffrerait à 40 000 €, mais on avait seulement 30 000 € investis qui venaient de la réalisation de l'immeuble qui a donné lieu à la plus-value. Donc ici, on va seulement prendre en compte une valeur de 30 000 € et calculer l'amortissement sur ces 30 000 €. Donc à concurrence de 20%, ça donne 6 000. Sur mes 225 000 de plus-value immunisée, chaque année, je vais sortir et taxer un montant de plus-value de 12 808 € qui va se splitter entre une partie nette et une partie impôt. Un prélèvement sur la réserve immunisée et un prélèvement sur les impôts différés, toujours avec application du taux en vigueur à cette époque, 33,99. Donc voilà comment on fait pour réinjecter la plus-value immunisée dans le compte de résultat. Et dans ce cas-là,
la comptabilité colle avec la fiscalité. Et alors, hein, sur le côté, il y a aussi les opérations d'amortissement sur les biens acquis en remploi, qui sont des écritures comptables que vous connaissez. Ici, on se pose simplement la question du traitement comptable de l'opération qui conduit à la taxation d'une partie de la plus-value. Alors, à partir de 2022, hein, donc on est 5 ans après. 5 ans après, on a totalement amorti les meubles acquis en remploi. Et dès lors, on ne se pose plus de questions, il reste l'immeuble. Et donc, la partie de la plus-value qui a été réinvestie dans l'immeuble va devenir taxable au fur et à mesure des amortissements pratiqués sur l'immeuble. Donc, il y aura annuellement un montant de 10 731 € qui va être soumis à l'impôt. On ne se pose plus de questions sur les meubles parce que, par hypothèse, ils ont été totalement amortis. Bien qu'on soit en 2022 et que les taux d'imposition aient changé, on va continuer à calculer la taxation de la plus-value au taux historique, au taux où elle aurait dû être taxée au moment où elle a été réalisée, c'est-à-dire en 2016. Donc un taux de 33,99. Ça reste le même taux. Sinon, il y aurait eu un effet d'aubaine lié à la modification à la baisse des taux. Donc ça reste 33,99 et il n'y a aucun traitement fiscal à effectuer. Donc dans la déclaration, on ne rajoute rien parce que comptablement, on a déjà prélevé cette plus-value et on l'a injectée dans le compte de résultat, donc elle est taxée. Donc la comptabilité est en accord avec la fiscalité. Il n'y a pas de données supplémentaires à rajouter dans la déclaration pour que la fiscalité colle à la comptabilité. C'est déjà le cas. Donc, poursuivons l'analyse de l'article 24 sous l'angle de l'ISOC. Sont également taxables les sous-estimations d'éléments d'actifs. Voilà la base légale qui nous permet de taxer les excédents d'amortissement. Alors ici, on va voir le principe, on aura des exemples un petit peu plus tard. Hein, donc imaginez un bien qui est amorti, conformément aux droits comptables et aux règles d'évaluation fixées par la société. Imaginez que le droit comptable est plus loin que ce que le droit fiscal tolère d'un point de vue déductibilité. Donc comptablement, je peux amortir plus que ce qui est déductible fiscalement. Dans ce cas, comptablement, mon actif va être sous-estimé. Hein, il va avoir une valeur moindre par rapport à la valeur qui est admise fiscalement, par rapport à la valeur qui est admise compte tenu de ce qui est admis en termes d'amortissement sur le plan fiscal. Et donc la différence devient taxable. C'est ça les excédents d'amortissement. Deuxième hypothèse figurant dans cette partie de l'article 24, les surestimations d'éléments de passifs. Si dans votre compta, vous avez acté une dette, un élément passif, qui, après vérification, n'est pas vraiment une dette, elle a été comptabilisée à un moment, mais après coup, on n'est pas en mesure de la justifier. Ça arrive parfois dans la pratique, même si c'est quelque peu curieux. Eh bien, dans ce cas, fiscalement, on va considérer que vous avez surestimé un élément de passif et cette surestimation va devenir taxable. Le jour où on comptabilise le passif, on a des revenus qui diminuent, mais si on se rend compte qu'in fine, ce passif n'est pas justifié, eh bien, on va le taxer sur base de l'article 24. Voilà
je me limite à ces éléments par rapport à cette partie de l'article 24. Poursuivons l'analyse des dispositions légales en étant plus rapide. L'article 25 que nous avons déjà vu. Profit de spéculation, je ne l'avais pas évoqué, je ne l'évoque pas maintenant. Les sommes affectées au remboursement total ou partiel de capitaux empruntés ou à l'extension de l'entreprise ou à l'accroissement de la valeur des éléments d'actifs. Je répète ce que j'ai dit à l'occasion de l'IPP, et c'est des justifications comptables. Donc quand une société utilise ses ressources pour rembourser une dette ou pour investir dans une immobilisation, comptablement, vous n'avez pas de mouvement au compte de résultat. Vous n'avez pas de mouvement négatif au compte de résultat. Donc, ces mouvements, cette utilisation des ressources pour ce type d'opération ne conduit pas à une dépense déductible, et ça veut dire que les ressources qui servent à ça, ce sont des ressources qui proviennent des bénéfices qui sont taxables. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette disposition. Les sommes mises en réserve où le résultat reporté à nouveau est taxable. Hein? Si avec le résultat de votre compte de résultat, vous décidez au terme de l'exercice comptable de le mettre dans un poste de réserve. Hein, donc c'est juste une affectation des bénéfices. Cette affectation des bénéfices en réserve n'empêche pas la taxation. Vos bénéfices restent taxables, qu'ils aient été mis en réserve ou qu'ils aient été reportés à nouveau. Donc, les bénéfices qui sont utilisés pour cela, pour être mis en réserve, pour être reportés à nouveau, eh bien, sont taxables. En ce qui concerne les provisions, on va le revoir plus tard, les provisions sont en théorie taxables sur base de l'article 25. Je vous renvoie à ce que je dirai après là-dessus. Indemnité obtenue en réparation d'une perte de bénéfice, je renvoie à ce que j'ai dit en IPP. Autre disposition que vous connaissez, l'article 26. Les avantages anormaux et bénévoles, hein, qu'on a longuement étudié en IPP, on les retrouve en ISOC, hein, lorsque l'entreprise qui les attribue est une société, eh bien, le fisc peut décider de les réintégrer dans les bénéfices taxables de la société sur base de l'article 26. Vous retrouvez cette disposition à l'ISOC. Et donc, oui, 26, c'est du purement fiscal, hein, parce que comptablement, l'avantage, il est parti, mais fiscalement, on va le réintégrer au bénéfice taxable par le biais d'une correction qui se fait dans la déclaration d'impôt. Deuxième élément dans notre étude de la base imposable théorique sur base des dispositions légales, on a vu l'aspect bénéfice. Maintenant, voyons l'aspect négatif, les dépenses admises et les DNA. La base légale, ce sont les articles 49 et suivants qui s'appliquent à l'IPP et il y a des dispositions spécifiques en matière d'ISOC qui s'ajoutent aux dispositions de l'IPP pour régir cette matière à l'ISOC. Alors, les conditions de l'article 49, même chose que ce qu'on a vu en IPP, donc je ne répète pas ici. Je vais juste, dans les slides suivants, insister sur quelques spécificités propres à l'ISOC. Et vous verrez que les slides qui suivent sont beaucoup trop détaillés. Et donc, on va faire le tri dans les données qui figurent sur les slides. Et il faut naturellement retenir ce que je dis, pas tout le contenu de mes slides, que vous pouvez lire pour votre information, mais ça s'arrête là. Un mot supplémentaire par rapport aux critères de causalité qu'on a déjà étudiés
à l'IPP. Donc il faut un lien direct et nécessaire entre la dépense déductible et l'exercice de l'activité professionnelle. En matière de société, vous avez une particularité. Une société, elle est constituée conformément à ses statuts, et dans les statuts, il y a un objet social qui est décrit. La jurisprudence va développer une condition particulière ou interpréter la condition de causalité qui figure dans l'article 49 de manière particulière à l'impôt des sociétés, et la jurisprudence va exiger que la dépense, pour qu'elle soit déductible, qu'elle se rattache nécessairement à l'activité ou à l'objet social tel que défini par les statuts. La Cour de cassation, dans un arrêt de 2001, part du principe que c'est pas parce que une société est un être créé exclusivement pour réaliser une activité lucrative que toutes ces dépenses sont automatiquement déductibles. Elle va imposer cette nouvelle condition, donc un lien avec l'objet social défini dans les statuts, et la dépense doit se rattacher nécessairement. Alors, un cas de jurisprudence assez illustratif survient dans l'hypothèse où vous avez une société qui est constituée elle est constituée par un médecin pour exercer son activité professionnelle. Donc le médecin exerce son activité en société. Cette société décide d'investir dans un immeuble. Elle fait construire sur un terrain qui appartient au gérant un immeuble. La société tend à déduire les frais afférents à cet immeuble, à amortir l'immeuble qu'elle a construit. La Cour de cassation, qui valide la thèse de l'administration, va rejeter la déduction de la dépense et cela même si les statuts de la société prévoyaient dans l'objet social que la société pouvait accomplir toute opération susceptible de favoriser l'objet social, en ce compris l'acquisition, la location et la construction d'immeubles. L'administration, et elle est suivie par la jurisprudence, vont exiger de la part du contribuable que celui-ci démontre ce lien de rattachement nécessaire avec l'objet social. Ici, elle constate que ce lien n'est pas prouvé. Et il ne suffit pas de faire référence à l'objet social théorique tel qu'il est libellé dans les statuts. Non, il faut prouver que concrètement, la dépense a bel et bien un lien avec l'activité de la société. Ici, c'est l'exercice de l'activité de la médecine. Nous allons voir dans les slides suivants d'autres développements. Donc, retenez à ce stade, ce n'est pas une règle absolue, mais retenez à ce stade que en matière de société, on va plus loin et que la jurisprudence impose donc que le contribuable, pour prouver la déduction de ses dépenses, la déductibilité de ses dépenses, prouve un lien direct et nécessaire entre sa dépense et l'objet social, l'activité de la société. Seconde étape du raisonnement, basée sur la jurisprudence, la Cour de cassation est venue préciser son propos à partir de 2015. Petite parenthèse, la question de la question préjudicielle évoquée en haut du slide, je ne vois pas avec vous. C'est intéressant de le voir, mais ici on n'a pas le temps, on se concentre sur la jurisprudence de la Cour de cassation.
Et voyez comment les juristes, ici les juges, ont l'art de se couper les cheveux en quatre. Donc à partir de 2015, la Cour dit il ne ressort pas de l'article 49 du Code que la déduction des dépenses professionnelles d'une société serait subordonnée à la condition qu'elle soit inhérente à son activité sociale telle qu'elle résulte de son objet statutaire. Au terme d'une lecture avec un esprit de non-juriste, on peut se dire, oui, elle dit en fait exactement le contraire de ce qu'elle a dit dans le passé. C'est pas tout à fait ça. Dans le passé, elle dit il faut un lien nécessaire avec l'objet social. Aujourd'hui, elle dit oui, mais le lien nécessaire, il doit être prouvé, mais la dépense ne doit pas être inhérente à l'activité sociale de la société. Le contexte, on ne voit pas. On va tirer les conséquences pratiques des enseignements de la Cour de cassation qui sont, je vous l'accorde, assez nébuleux dans les slides qui suivent. Donc, un lien nécessaire, mais pas pour autant inhérent à l'activité sociale. Si vous êtes perdu, c'est normal. Et sur base uniquement de la jurisprudence, il y a de quoi être perdu, mais on va en tirer des leçons d'un point de vue pratique. La Cour de cassation développe donc à présent une approche minimaliste de la condition qu'elle a instaurée au début des années 2000, en disant, ok, je ne renonce pas à mon critère de nécessité, mais il n'est pas pour autant obligatoire que les frais soient inhérents à l'objet social. Et sur base de cette interprétation, l'administration fiscale peut rejeter les frais fantaisistes, les frais supportés dans l'intérêt de tiers sans aucune contrepartie adéquate pour la société, et les frais qui ne correspondent pas pour la totalité à des prestations effectives au profit de l'entreprise. L'exemple de la construction usufruit, je ne vois pas dans les slides qui suivront. Je vais prendre un exemple et tirer les leçons qui s'imposent. Alors, parallèlement à cette condition de nécessité, la Cour de cassation a développé une autre théorie, rien ne l'arrête dans sa créativité, qu'on appelle la théorie de la rémunération, selon laquelle lorsqu'une dépense est engagée par une société en vue d'attribuer une rémunération qui peut prendre la forme d'un avantage de toute nature à son dirigeant, eh bien la dépense est déductible. Alors, compte tenu des leçons, des attendus de la Cour de cassation, quelles leçons en tirer par rapport à un exemple concret? Prenons l'exemple donc d'une société qui décide d'investir pour un immeuble d'habitation qui va être utilisé par le gérant pour vivre. Donc l'habitation du gérant est financée par la société qui déduit toutes les charges afférentes à cet immeuble. Comment s'assurer de la déductibilité des frais en question? Alors, déjà, théorie de la rémunération, c'est un bon élément en disant, ok, moi je suis dirigeant, je vis dans un immeuble qui appartient à la société. En tant que dirigeant, je vais percevoir un ATN, un avantage de toute nature, taxé dans mon chef. Donc, théorie de la rémunération, ça devrait être déductible dans le chef de la société. Uniquement sur base de la théorie de la rémunération. Alors, prenons un autre exemple et imaginez une société qui
investi dans un appartement à la mer qui va être utilisé comme seconde résidence par le dirigeant de l'entreprise. Hein, c'est son appart où il va tous les week-ends, ou un peu moins. Est-ce que la société peut prendre ça en charge et déduire les frais afférents à cet appartement à la mer? Alors, un moyen de s'assurer de la déductibilité, c'est théorie de la rémunération que le dirigeant déclare en avantage de toute nature. Est-ce que ça va suffire? Peut-être pas. Voyons maintenant les autres conditions. Hein, il faut que ce soit nécessaire à l'activité, l'objet social de l'entreprise, mais pas nécessairement, ce soit nécessaire, mais pas inhérent. Alors, imaginez l'exemple d'une société de médecins, en quoi le fait d'avoir un appart à la mer a un rapport avec l'activité d'exercice de la médecine de la société. Il n'y a aucun rapport, donc on risque d'avoir un petit problème. Mais comment essayer de faire en sorte de rentrer dans les conditions voulues par la Cour de cassation et que l'administration va suivre? Tout d'abord, il pourrait être conseillé d'installer le siège social de la société dans l'appart en question. Hein, de cette manière, on rattache l'appart à la mer à l'activité de la société. Premier élément. Deuxième élément, on pourrait veiller à exercer un minimum d'activité au travers de cet appartement. Faire une espèce de cabinet secondaire, prouver qu'on reçoit des clients, qu'il y a un peu d'activité, qu'on essaye de percer dans l'activité de la médecine à la côte. Et de cette manière, on prouve le lien avec l'activité telle que concrètement exercée par l'entreprise. Deuxième piste. Troisième piste, on pourrait songer à donner en location l'immeuble. Si la société donne en location l'appart, ne serait-ce que partiellement, elle pourrait recueillir des revenus. Et donc, de cette manière, pour se prémunir face à l'administration qui pourrait dire votre dépense n'est pas déductible, un appart à la mer, ça n'a rien à voir avec l'exercice de l'activité de la médecine, vous pourriez défendre votre dépense en disant, premièrement, je respecte la théorie de la rémunération et mon dirigeant est taxé sur un ATN. Donc, il y a un lien. Ensuite, par rapport aux critères de nécessité, je constate qu'il y a le siège social de la société là-bas, donc il y a un lien. Je suis en mesure de vous prouver qu'il y a une partie de l'activité de la société qui est exercée via l'appartement et je le prouve au moyen d'agenda. J'ai tenu des réunions, je me suis inscrit dans un club de médecins à la côte, hein, qui fait que quand je suis à la côte, eh bien, je veille au développement de l'activité de médecin, l'activité de la société au travers de l'appartement. Et troisièmement, la société tire des revenus des locations et dès lors, il y a un lien entre l'appartement et les bénéfices qui sont taxés, les loyers dans le chef de la société. Et donc, sur cette base, je vous prouve, administration, que je respecte bel et bien les conditions de l'article 49 telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans l'hypothèse d'une société. Voilà, c'est des questions qui se posent assez souvent dans la jurisprudence. Ça part un petit peu dans tous les sens en termes de décision. Et voilà, quand on est confronté à une incertitude, une insécurité juridique, on voit un petit peu ce qu'a dit la jurisprudence et on essaye d'en tirer les leçons et on essaye de démontrer qu'un maximum de conditions sont respectées. De cette manière, on limite le risque. Mais je ne vous cache pas que voilà, l'administration tente de combattre ce genre de frais en rejetant la déduction.
Et donc, si les conditions pratiques que j'ai évoquées ne sont pas rencontrées, eh bien, l'administration aura plus de chances d'asseoir sa thèse et de rejeter la dépense. Voilà les conclusions qu'on peut tirer. Alors, il est entendu que, je suis tout à fait d'accord pour dire que les conditions qui sont libellées dans la jurisprudence sont assez floues. Voilà, on fait du mieux qu'on peut pour en tirer des conséquences pratiques pour défendre son dossier, le cas échéant. Par rapport aux critères d'annualité, voyons un cas particulier qui fait l'objet d'une nouveauté à partir de l'exercice 2019. Imaginez une société qui paye de manière anticipée un loyer. Voilà une société donc, qui paye un loyer pour les 5 années à venir. Comptablement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va utiliser les comptes de régularisation pour faire en sorte que les charges comptables collent avec les exercices comptables concernés. Hein, donc c'est petit à petit que la dépense va être injectée, si je puis dire, dans le compte de résultat. Ça, c'est la pratique comptable. Au niveau fiscal, initialement, mais ce n'est plus le cas, la société pouvait déduire la totalité de la dépense. Hein, j'ai payé mon loyer de manière anticipative, j'ai une charge que j'ai décaissée effectivement, donc c'est déductible pour la totalité. En cela, le droit fiscal allait plus loin que ce que le droit comptable permettait ou faisait sur base des comptes de régularisation. Mais lors de la réforme de l'ISOC, une condition particulière a été prévue et cette condition particulière, matching principle, c'est que maintenant, au niveau fiscal, on suit la logique comptable et on doit déduire la charge en rapport avec les années concernées. Donc, il n'y a pas de, il n'y a plus de dérogation fiscale par rapport à ce qui se passe sur le plan comptable. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Motif budgétaire. La réforme de l'ISOC, on veut diminuer les taux, mais on veut que ce soit neutre. Eh bien, on augmente la base. Comment est-ce qu'on augmente la base? Eh bien, en instaurant une DNA, une règle plus restrictive en matière de déductibilité des frais. Donc, aujourd'hui, matching principle, on suit les comptes de régularisation. Sur ces deux autres critères, je n'ajoute rien par rapport à ce que j'ai déjà dit en IPP. Nous finissons par quelques exemples de dépenses déductibles que nous reverrons dans la partie pratique, donc je les mentionne ici pour mémoire.